La jeune fille courait sous la pluie, criant désespérément au secours. Le corps de son père millionnaire gisait immobile dans la voiture de luxe. Tous sont passés, sauf un pauvre garçon aux pieds nus. Ce qu'il a changé le destin de toute cette famille. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Paris respirait le gris en cet après-midi de novembre. Le ciel, chargé de nuages lourds, s'abattait sur la métropole depuis plus de 3 heures. C'était une de ces pluies qui ne choisissent pas leurs victimes. Elles trempent aussi bien les cadres en costume que les vendeurs à la sauvette. Sur l'avenue des Champs-Élysées, tandis que la circulation s'éternisait au son des klaxons impatients, les gens couraient pour tenter de se protéger de l'orage qui lavait la ville. Entre les immeubles imposants qui déchirèrent le ciel, Michel-Henri Costa marchait sans se presser. 16 ans sur les épaules et dans les yeux, une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Ses vêtements, simples et quelque peu usés, contrastaient avec les vitrines luxueuses qui exposaient des articles qu'il ne pourrait jamais s'offrir. La pluie ne le dérangeait pas. C'était presque un soulagement de sentir l'eau fraîche après avoir marché des kilomètres depuis l'extrême banlieue est jusqu'au cœur financier de la capitale. Michel transportait dans son sac à dos usé quelques livres de médecine qu'il avait trouvés à la bibliothèque publique. C'était son obsession depuis qu'il avait perdu son père, Charles, un ambulancier dévoué qui avait disparu dans des circonstances jamais élucidées. « La connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever », répétait Charles. Et Michel prenait ces mots comme une boussole dans sa vie instable. De l'autre côté du trottoir, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement. À l'intérieur du véhicule, Antoine Mendes, entrepreneur du secteur pharmaceutique, discutait au téléphone avec son frère Richard. « Je ne signerai pas ces documents, Richard. Je t'ai déjà dit que je veux un audit complet avant de conclure le moindre partenariat avec BTP Horizon, disait Antoine, ajustant sa cravate en soie italienne. Il y a quelque chose qui cloche dans ces contrats, et tu le sais. On en reparlera en personne demain. Antoine raccrocha, visiblement irrité. Mendes Pharma, l'entreprise qu'il avait héritée de son père et transformée en l'une des plus grandes du pays, était sur le point de s'étendre avec un complexe industriel en grande banlieue parisienne. Le projet d'un demi-milliard d'euros attirerait des investisseurs internationaux, mais quelque chose dans les documents envoyés par son frère avait allumé un voyant rouge dans son esprit analytique. « Vous pouvez vous arrêter ici, Marcel. Je vais descendre et me dégourdir les jambes jusqu'au bureau. Cette pluie ne va pas s'améliorer de sitôt, et nous sommes à l'arrêt depuis presque 20 minutes. »« Vous en êtes sûr, monsieur Mendes? Il tombe des cordes dehors, » répondit le chauffeur, inquiet. « Certain. Béatrice doit m'attendre pour la réunion avec les Japonais. Je ne veux pas être plus en retard. » En ouvrant la portière, Antoine eut à peine le temps de déplier son parapluie. 3 hommes s'approchèrent rapidement. L'un, le bouscula intentionnellement, tandis qu'un autre profitait de la distraction pour lui injecter quelque chose dans le cou avec un objet petit et discret. Le 3e surveillait les alentours avec un sang-froid professionnel. « Pardon, monsieur », dit l'un d'eux, feignant d'être gêné par la bousculade. Antoine sentit une piqûre aiguë, comme celle d'un insecte. Il tenta de dire quelque chose, mais ses jambes commencèrent à flancher. Son corps pesait des tonnes, et le monde autour de lui se mit à tourner violemment. Le parapluie glissa de ses mains, et il chancela jusqu'au bord du trottoir, désorienté. Le chauffeur, qui était sorti pour l'aider, fut retenu par le 3e homme. « Il va bien, il a juste trébuché. On s'en occupe. » La confusion de la pluie et le mouvement frénétique de l'avenue créèrent le décor parfait pour que le crime ressemble à un simple malaise. Les 3 hommes s'éloignèrent discrètement, se fondant dans la foule qui s'abritait de la tempête. De l'autre côté de la rue, Sophie Mendes, la fille de 17 ans d'Antoine, venait de sortir de ses cours préparatoires au concours de médecine. Par coïncidence ou par destin, elle se dirigeait vers le bureau de son père pour le retrouver avant sa réunion. C'est alors qu'elle aperçut la scène. Son père s'effondrant maladroitement sur le trottoir, tandis que Marcel semblait confus, empêché de s'approcher. « Papa !» cria Sophie, courant désespérément entre les voitures. Les klaxons retentirent, avec fureur, alors qu'elle traversait l'avenue sans regarder. « Aidez-le, s'il vous plaît, c'est mon père !» Les gens passaient en hâte, certains jetant un coup d'œil, d'autres feignant de ne rien voir.
Dans la culture de la peur qui dominait la métropole, beaucoup préféraient ne pas s'impliquer. La jeune fille s'agenouilla à côté de son père, qui était déjà inconscient, sa respiration faible et irrégulière. « Au secours! Il a besoin d'aide, s'il vous plaît. » Les larmes de Sophie se mêlaient à la pluie qui fouettait son visage. La panique commençait à l'envahir, quand elle sentit une présence à ses côtés. Michel avait observé toute la scène de l'autre côté de la rue. Son instinct, hérité de son père ambulancier, le poussa à courir vers l'homme d'affaires à terre. Il s'agenouilla à côté de Sophie, posant son sac à dos. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il avec un calme surprenant. « Je ne sais pas. Je venais le retrouver et je l'ai vu tomber. » Sophie sanglotait, ses mains tremblantes touchant le visage de son père. Michel vérifia rapidement les signes vitaux d'Antoine. Pouls faible, respiration superficielle, pupilles dilatées. Cela ressemblait à une réaction à une substance. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Je crois que votre père a été empoisonné ou drogué, » dit-il avec une précision surprenante. « Nous devons le maintenir stable jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. » Avec des gestes précis, Michel tourna Antoine sur le côté, en position latérale de sécurité, pour éviter qu'il ne s'étouffe en cas de vomissement. Ensuite, il retira son propre blouson mouillé et improvisa un support pour la tête de l'homme. « Quelqu'un a appelé une ambulance ?» demanda-t-il à voix haute. « J'essaie, mais je n'ai pas de réseau avec cette pluie, » répondit Marcel désespéré, son portable à la main. Michel sortit de son sac à dos une petite trousse. Il en tira une lampe de poche et vérifia à nouveau les pupilles de l'homme d'affaires. Puis il prit un petit flacon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie entre deux sanglots. « Du charbon actif. Mon père m'a appris à toujours en avoir sur moi pour les urgences. S'il a été empoisonné, ça peut aider à absorber une partie de la toxine. »« Vous êtes médecin ?» demanda Sophie, surprise par la compétence de ce garçon si jeune d'apparence. « Non, » répondit Michel en mélangeant le charbon avec un peu d'eau de sa gourde. « Mon père était ambulancier. Il m'a appris les bases. » Avec précaution, il mit un peu du mélange dans la bouche d'Antoine, s'assurant qu'il ne s'étoufferait pas. Ses gestes étaient précis, comme s'il avait fait cela des centaines de fois. En réalité, il s'était entraîné sans relâche avec son père, dans des simulations d'urgence qui faisaient partie de la routine familiale jusqu'à la disparition de Charles. « Son pouls est très faible, » constata Michel inquiet. « Je dois faire quelque chose de plus. » De son sac à dos, il sortit une petite boîte de premiers secours, héritage de son père. Il en retira une seringue et un flacon. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Sophie, effrayée. « De l'adrénaline, ça va le stabiliser jusqu'à l'arrivée des secours. » Voyant le regard terrifié de la jeune fille, il expliqua. « Faites-moi confiance, mon père m'a montré comment faire ça des dizaines de fois. C'est le seul moyen. » Avec précision, il administra l'injection. En quelques secondes, la respiration d'Antoine commença à se normaliser. Michel continua de surveiller ses signes vitaux, tandis que Sophie tenait fermement la main de son père. Une petite foule s'était déjà formée autour d'eux, certains filmant avec leur portable. Au milieu de la confusion, Michel remarqua l'un des hommes qui avait abordé Antoine, observant de loin. Leurs regards se croisèrent un instant, et le jeune homme sentit un frisson parcourir son échine. Ce visage. Il le connaissait de quelque part. Finalement, le son de la sirène de l'ambulance déchira le bruit de la pluie. Les secouristes arrivèrent rapidement, se frayant un chemin parmi les curieux. Michel expliqua la situation avec des termes techniques qui surprirent même les professionnels. Suspicion d'intoxication aiguë, possiblement par benzodiazépine ou opioïdes. J'ai administré du charbon actif et 0,3 mg d'épinéphrine pour stabiliser. La tension artérielle est tombée à 9,6, mais elle remonte progressivement. Les secouristes regardèrent le garçon avec stupéfaction. « Tu es étudiant en médecine, gamin ?» demanda l'un d'eux, en préparant Antoine pour le transport. « Non, monsieur. J'ai appris avec mon père. » Tandis que les secouristes plaçaient Antoine sur le brancard, Sophie se tourna pour remercier le mystérieux sauveur, mais Michel avait déjà disparu dans la foule. Il ne restait qu'un morceau déchiré de son t-shirt qu'il avait utilisé pour essuyer la sueur froide du visage d'Antoine. « Attendez! Comment vous appelez-vous » cria Sophie en vain. La pluie engloutit ses mots, et le garçon s'était déjà fondu dans le paysage urbain. À l'hôpital américain de Paris, le chaos organisé des urgences accueillit Antoine Mendès avec l'efficacité réservée aux patients VIP. Sophie attendait. Dans la salle d'attente,
le morceau de tissu toujours serré dans ses mains tremblantes, la seule preuve de l'existence du mystérieux garçon. Sa mère, Elise Mendes, arriva en panique, le visage marqué par l'inquiétude et le maquillage brouillé. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» demanda-t-elle en serrant Sophie dans ses bras. « Quelqu'un a attaqué papa dans la rue, maman. Ils lui ont injecté quelque chose. »« Mon Dieu, qui ferait une chose pareille ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Richard, le frère d'Antoine, entra précipitamment dans la salle d'attente. Son costume impeccable et son expression de préoccupation calculée contrastaient avec le désespoir authentique d'Élise et de Sophie. « Comment va-t-il? Ils ont dit quelque chose ?» demanda-t-il, posant la main sur l'épaule de sa belle-sœur. « Pas encore, » répondit Élise. « Les médecins sont avec lui. »« Ah, c'était si étrange, tonton, » dit Sophie en essuyant ses larmes. Des hommes se sont approchés de lui, et puis il est tombé. Si ce n'était pas pour ce garçon. Quel garçon? S'enquit Richard avec un intérêt soudain. Un garçon qui est apparu de nulle part. Il savait exactement quoi faire, comme un médecin ou quelque chose comme ça. Il a sauvé la vie de papa. Richard fronça les sourcils, visiblement perturbé par l'information. Et où est ce garçon maintenant? Il a disparu. Il est parti avant même l'arrivée de l'ambulance. Il n'a laissé que ça. Sophie montra le morceau de tissu. Le docteur Maurice Fontaine, médecin-chef des urgences, s'approcha de la famille avec une expression sérieuse. « La famille d'Antoine Mendès ?»« Oui, docteur. Je suis sa femme. » s'avança Élise. « Comment va-t-il ?»« Car il est stable maintenant. Nous avons détecté une substance synthétique dans son sang, un dérivé du fentanyl. C'est un opioïde extrêmement puissant. S'il n'avait pas reçu de soins immédiats, l'issue aurait pu être tragique. Dieu merci, soupira Élise. En réalité, vous devriez remercier celui qui a prodigué les premiers secours. La procédure était impeccable. Le charbon actif et surtout l'adrénaline ont été cruciaux. Était-ce un médecin qui passait par là? Non, répondit Sophie. C'était juste un garçon. Il semblait avoir mon âge. Le médecin secoua la tête, incrédule. Impossible. La procédure réalisée exige des connaissances techniques avancées. Ce devait être quelqu'un avec une formation médicale ou paramédicale. Il a dit qu'il avait appris avec son père qui était ambulancier. Insista Sophie. Eh bien, qui que ce soit, il a sauvé la vie de votre père. Il est sous sédatif maintenant, mais il devrait se réveiller dans quelques heures. Nous allons le garder en observation pendant au moins 48 heures. Quand le médecin s'éloigna, Richard attira Sophie dans un coin. « Sophie, pourrais-tu reconnaître les hommes qui ont attaqué ton père ?» La jeune fille hésita. « Je crois que oui. Au moins l'un d'eux. »« Pourquoi ?»« Et parce que ce n'était pas une agression ordinaire, ma chérie. Ton père était sur le point de signer des contrats importants. C'était peut-être une tentative de sabotage commercial. Ou ça pourrait avoir un rapport avec cet audit que papa voulait faire chez BTP Horizon. » suggéra Sophie. Le visage de Richard se durcit. « Comment sais-tu ça ?»« Je vous ai entendu discuter au téléphone l'autre jour. Papa avait l'air inquiet. »« Ce ne sont que des affaires, Sophie. Rien dont tu doives te préoccuper. » Richard s'éloigna, passant un appel. « Je dois prévenir nos avocats et la sécurité de l'entreprise. » Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, Michel marchait sous la pluie qui commençait à faiblir. Son esprit était en ébullition. Cet homme au milieu de la foule, il était certain de l'avoir déjà vu, la nuit où son père avait disparu. L'appartement où il vivait était petit et simple dans le quartier de Belleville. Depuis la disparition de Charles, Michel vivait avec Madame Dubois, une dame âgée qui s'occupait de lui comme de son propre petit-fils. Elle ne posait pas de questions sur ses pérégrinations à travers la ville ou sur les livres de médecine qu'il dévorait. « Tu es rentré trempé, mon garçon. Tu vas attraper une pneumonie comme ça !» se plaignit la vieille dame en le voyant entrer. « Désolé, Madame Dubois. Je me suis fait surprendre par la pluie en revenant du centre. Mas, il y a à manger sur le feu. Va d'abord prendre une douche chaude. Et si on se forme si tard. » Sous la douche, Michel laissa l'eau chaude emporter la fatigue, mais pas les souvenirs. L'image de l'homme dans la foule se mêlait à des flashs du passé. Son père rentrant agité à la maison, 3 ans plus tôt, cachant des documents dans un compartiment secret du mur. Leur dernière conversation, quand Charles avait dit qu'il avait découvert quelque chose de grand et de dangereux, la nuit où il était parti pour une prétendue garde d'urgence et n'était jamais revenu. Ce que Michel n'avait dit à personne,
c'est qu'avant de partir cette nuit-là, Charles lui avait confié une clé et lui avait fait promettre de ne l'utiliser que s'il lui arrivait quelque chose. Cette clé ouvre un casier au dépôt de la station de métro Belleville. Tu y trouveras tout ce que tu auras besoin de savoir, si je ne reviens pas. Michel n'avait jamais utilisé la clé. Une partie de lui espérait encore le retour de son père. Une autre partie craignait ce qu'il pourrait découvrir. Après sa douche, allongé sur son lit étroit, le visage de l'homme d'affaires Antoine Mendès et de sa fille désespérée ne quittait pas ses pensées. Ni le visage de l'homme dans la foule. Il était maintenant certain que c'était le même qu'il avait vu parler à son père quelques jours avant sa disparition. Dans sa chambre de l'appartement luxueux des Mendès, à Saint-Germain-des-Prés, Sophie non plus ne parvenait pas à dormir. Le morceau de tissu du t-shirt du mystérieux sauveur était posé sur son bureau. La jeune fille ouvrit son ordinateur portable et tapa dans le moteur de recherche. Garçon sauve homme d'affaires, avenue des Champs-Élysées. Aucun résultat pertinent. La presse n'avait pas encore rapporté l'incident. À la place, elle trouva des titres sur l'expansion de Mendes Pharma et le partenariat avec BTP Horizon pour le nouveau complexe industriel. Une photo montrait son père serrant la main du président de l'entreprise de construction avec Richard souriant en arrière-plan. Quelque chose dans l'expression de son oncle la dérangeait. Richard avait toujours été le frère ambitieux, celui qui prenait des risques que son père jugeait inutiles. Antoine est trop prudent pour les temps modernes, disait-il souvent lors des réunions de famille. Le téléphone de Sophie vibra. C'était un message de sa meilleure amie Julie. « Mon Dieu, Sophie, c'est vrai que ton père a été attaqué aujourd'hui. Ils en parlent sur le groupe de la prépa. » La nouvelle commençait déjà à se répandre. Sophie répondit rapidement, confirmant l'incident mais rassurant son amie que son père allait bien. Puis elle eut une idée. Si les élèves en parlèrent déjà, peut-être que quelqu'un saurait qui était le garçon qui avait sauvé son père. « Julie, tu connais un garçon qui s'y connaît très bien en médecine. Genre, fils de médecin ou d'infirmier. Quelqu'un qui habite près des Champs-Élysées ?» La réponse fut instantanée. « Je ne sais pas, mais je peux demander sur le groupe. »« Pourquoi ?»« C'est un garçon qui a sauvé mon père aujourd'hui. J'ai besoin de le retrouver pour le remercier. » Sophie envoya une description détaillée de Michel. Taille, âge approximatif, couleur de cheveux, le sac à dos usé, les livres de médecine. Julie promit de partager l'information avec tous ceux qu'elle connaissait. À l'hôpital, Antoine commençait à se réveiller lentement. Élise s'était endormie dans le fauteuil à côté du lit. Richard, qui avait insisté pour rester afin de protéger son frère, observait Antoine avec un mélange de préoccupation et de calcul. « De l'eau !» murmura Antoine, la gorge sèche. Richard s'approcha rapidement. « Antoine, Dieu merci, tu es réveillé. » Il aida son frère à boire un peu d'eau et appela l'infirmière. Élise se réveilla avec le mouvement. « Mon chéri, comment te sens-tu » demanda-t-elle, tenant la main de son mari. Confus. « Que s'est-il passé ?»« Tu as été attaqué dans la rue, près du bureau. On t'a injecté une drogue. » La mémoire d'Antoine était fragmentée. Il se souvenait d'être sorti de la voiture, d'avoir senti une piqûre dans le cou puis seulement le noir. « Qui ferait ça ?» demanda-t-il encore désorienté. « La police enquête, » répondit Richard. C'était peut-être une tentative d'enlèvement. Antoine fixa son regard sur son frère. « Leur a-t-il les documents d'Horizon ? Tu leur as parlé ? Ne t'inquiète pas de ça maintenant, mon frère. Repose-toi. » Richard ne signe rien avant que je n'ai tout relu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces contrats. L'aîné des Mendes força un sourire rassurant. « Tu délires, Antoine. Repose-toi, je m'occupe de tout. » Pendant ce temps, dans l'appartement de Madame Dubois, Michel prit une décision. Il se leva, alla à son armoire et du fond d'une vieille boîte à chaussures, retira la clé que son père lui avait donnée. Il était temps de découvrir ce qu'il y avait dans le dépôt de la station Belleville. Peut-être y trouverait-il des réponses sur ce qui était arrivé à son père, et pourquoi le même homme était apparu lors de l'attaque de l'homme d'affaires. Le destin commençait à entrelacer des vies qui n'auraient jamais dû se croiser. Un garçon invisible aux yeux de la société, une jeune fille privilégiée déterminée à trouver un héros anonyme, un homme d'affaires qui se réveillait face à une conspiration plus grande qu'il ne l'imaginait. Et dans l'ombre, des hommes puissants, prêts à tout pour garder leurs secrets enfouis. La pluie avait enfin cessé sur Paris, mais la tempête dans leur vie ne faisait que commencer. L'aube pointait à peine lorsque Michel quitta silencieusement l'appartement de Madame Dubois. L'horloge indiquait 3h20 du matin.
l'heure à laquelle Paris trouvait un calme rare. La clé serrée dans sa main et le cœur battant, il marcha dans les rues désertes, en direction de la station de métro Belleville. Il ne pouvait pas attendre. Le lever du jour, l'image de cet homme au milieu de la foule le tourmentait. C'était la même personne qu'il avait vu chuchoter avec son père quelques jours avant sa disparition. La station était fermée à cette heure, mais Michel connaissait un accès latéral utilisé par les employés de la maintenance. Charles le lui avait montré des années auparavant, lors de l'une des nombreuses leçons de survie urbaine qu'il donnait à son fils. Connaître la ville de l'intérieur, c'est comme connaître le corps humain, disait-il. Les systèmes que personne ne voit sont ceux qui font tout fonctionner. Avec agilité, le garçon sauta un muret et se faufila dans l'ombre jusqu'à une porte de service. Il utilisa une carte en plastique pour forcer la serrure simple, une autre astuce apprise de son père. N'utilise jamais ça pour le mal, Michel, mais sache que les portes ne sont pas toujours des obstacles pour ceux qui comprennent comment elles fonctionnent. Le dépôt se trouvait au sous-sol de la station, un labyrinthe de couloirs mal éclairés. L'humidité imprégnait l'air mêlée à une odeur de moisie et d'huile de maintenance. Michel marcha d'un pas décidé jusqu'au bout du couloir principal, où une porte métallique rouillée portait le numéro 17, le même que sa date de naissance, un détail que son père appréciait. La clé entra avec difficulté dans la serrure. En la tournant, le mécanisme grinça comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des années. À l'intérieur, un petit réduit d'à peine 3 mètres carrés contenait quelques boîtes empilées, recouvertes d'une bâche poussiéreuse. Michel sortit son téléphone de sa poche et alluma la lampe de poche. Les mains tremblantes, il retira la bâche. En dessous, il trouva une vieille valise et une boîte à outils. Il ouvrit d'abord la valise, y trouvant des vêtements de son père soigneusement pliés, comme s'il s'était préparé à fuir à tout moment. Au fond, une enveloppe Kraft scellée avec du ruban adhésif et les mots « Pour Michel, si je ne reviens pas » écrits à la main. Il s'assit sur le sol froid, le dos appuyé contre le mur humide. Il respira profondément avant de rompre le sceau de l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite, une clé USB, un carnet de notes et une carte mémoire. « Mon fils », commençait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à rentrer à la maison. Ne t'en veux pas, c'était mon choix. J'ai découvert quelque chose de terrible impliquant des gens puissants, un système de fraude dans les appels d'offres publiques pour des médicaments et du matériel hospitalier. J'ai enregistré des conversations, copié des documents et rassemblé suffisamment de preuves pour faire tomber un empire bâti sur la corruption et la mort. » Michel sentit un frisson parcourir son échine. L'écriture hâtive de son père contrastait avec son soin habituel. Parmi les personnes impliquées se trouvent Henry Nogueira, le numéro 2 de BTP Horizon, et Richard Mendes, l'un des propriétaires de Mendes Pharma. Ils détournent des médicaments contrôlés et surfacturent des contrats publics. J'ai découvert cela en soignant une victime d'overdose qui travaillait pour eux. Avant de mourir, elle m'a remis des documents compromettants. Le garçon s'arrêta de lire un instant. Richard Mendes. Ce nom résonna dans son esprit. Serait-il un parent de l'homme d'affaires qui l'avait sauvé? Il continua à lire avec plus d'urgence. J'ai contacté l'enquêtrice Thérèse Alves, une vieille amie. Je lui ai remis des copies des preuves. S'il m'arrive quelque chose, elle sait quoi faire. Fais-lui confiance, Michel. Uniquement à elle. Son numéro est enregistré dans le vieux téléphone que j'ai laissé dans la boîte à outils. N'utilise pas ton téléphone actuel pour la contacter. Il te surveille en peut-être. Michel ouvrit la boîte à outils avec une anxiété croissante. Il y trouva le téléphone mentionné, un vieux modèle, sans suivi GPS. Il y avait aussi un petit revolver enveloppé dans un chiffon, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé que son père puisse posséder. Charles avait toujours été contre les armes de toutes sortes. Il y a un homme nommé Antoine Mendes, le frère de Richard. Il n'est pas au courant de l'implication de son frère, du moins d'après ce que j'ai pu découvrir. J'ai essayé de le prévenir, mais j'ai été intercepté avant. Si tu le peux, cherche-le. Il pourrait être la seule personne ayant assez de pouvoir pour aider à tout exposer. Le cœur de Michel s'accéléra. Antoine Mendes, l'homme qu'il avait sauvé sur l'avenue des Champs-Élysées. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter de manière effrayante. Mon fils, tu as le cœur le plus pur et l'esprit le plus brillant que j'ai connu. Utilise tes dons pour le bien, comme je te l'ai toujours enseigné. Ne cherche pas la vengeance, cherche la justice. Et souviens-toi, la connaissance est la seule chose que personne ne peut enlever.
Je t'aime plus que tout. Papa. Michel laissa les larmes couler librement. 3 ans de doute, 3 ans à se demander si son père l'avait abandonné, s'il avait eu un accident ou s'il était parti avec une autre famille. La vérité était bien pire et bien plus honorable que tous les scénarios qu'il avait imaginés. Il glissa la lettre dans sa poche et prit le vieux téléphone. La batterie, étonnamment, avait encore de la charge. Il alluma l'appareil et, comme mentionné, ne trouva qu'un seul contact, Thérèse Alves, avec un numéro de téléphone. Il regarda l'heure, presque 5 heures du matin. C'était absurde d'appeler à cette heure, mais l'urgence l'emporta. Après 3 sonneries, une voix féminine, étonnamment éveillée, répondit « Qui est-ce » La voix était ferme, sans trace de sommeil. « Je m'appelle Michel, Michel-Henri Costa, le fils de Charles Costa. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand la voix revint, elle était chargée d'une émotion contenue. « Michel, le fils de Charles ? Mon Dieu, ça fait si longtemps. Vous connaissiez mon père ? Oui. Nous avons travaillé ensemble pendant des années avant qu'il ne rejoigne les services d'urgence. J'étais policière, il était technicien de la police scientifique. Nos chemins se sont séparés, mais nous sommes restés en contact. » Michel respira profondément. « J'ai besoin de vous voir. Je viens de lire une lettre que mon père a laissée. Il vous a mentionné. »« Où es-tu maintenant ?» demanda Thérèse, avec urgence dans la voix. « Dans un dépôt, à la station Belleville. Mon père a laissé des choses ici. Sors de là immédiatement. Ce n'est pas sûr. Retrouve-moi au café de la rue de Charonne, près de la station, dans une demi-heure. Viens seul et ne parle à personne. » L'appel se termina avant que Michel ne puisse répondre. Il rangea tout ce qu'il avait trouvé dans son sac à dos, sauf l'arme, qu'il laissa cachée sous la bâche. Il n'était pas à l'aise à l'idée de porter une telle chose. Alors qu'il sortait du dépôt, il entendit des voix s'approcher dans le couloir, des agents de nettoyage arrivant pour leur service du matin. Il se cacha entre des caisses empilées jusqu'à ce qu'ils passent, puis il partit dans la direction opposée, trouvant une sortie de secours qui donnait sur une rue latérale. Au café, indiqué, une femme d'une 50aine d'années attendait à une table au fond, des cheveux grisonnants attachés en une queue de cheval pratique, des yeux vifs qui semblaient évaluer chaque personne qui entrait. Quand elle aperçut Michel, son regard s'adoucit un instant, puis redevint vigilant. « Tu as ses yeux ?» dit-elle lorsque le garçon s'approcha. « Assieds-toi. » Michel obéit, posant son sac à dos à ses pieds. « Comment puis-je savoir que vous êtes vraiment Thérèse Alves ?» La femme sourit, approuvant sa prudence. « Ton père t'a bien éduqué. Tiens. » Elle montra un portefeuille avec une carte de la police nationale. « Je suis maintenant détective privé, mais j'ai gardé des contacts dans la police. » Pendant ce temps, dans le luxueux appartement des Mendes, Sophie n'avait pas réussi à dormir. Elle avait passé la nuit à chercher des informations sur le mystérieux sauveur sur les réseaux sociaux, partageant sa description avec ses amis et connaissances. À 7 heures du matin, elle reçut un message qui fit battre son cœur. « Sophie, je crois que je sais qui est le garçon que tu cherches », avait écrit Marcel, une camarade de prépa. « Il y a un garçon qui fréquente la bibliothèque centrale, toujours avec des livres de médecine. On dit que son père était médecin ou quelque chose comme ça. Je ne lui ai jamais parlé, mais la description correspond. » La jeune fille sauta du lit, soudainement énergisée malgré la nuit blanche. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, où la gouvernante Martine préparait le petit déjeuner. « Bonjour Martine. Comment va papa ? Votre mère a appelé de l'hôpital tout à l'heure. Elle a dit qu'il a passé une bonne nuit, mais qu'il est toujours en observation. Monsieur Richard est déjà parti le voir aussi. » Sophie sentit un frisson en entendant le nom de son oncle. Quelque chose dans les mots de la lettre qu'elle avait trouvée dans le bureau de son père, quelques jours plus tôt, la rendait inquiète. Antoine mentionnait de graves soupçons sur son frère, sans entrer dans les détails. À l'époque, elle avait pensé que ce n'était qu'un différend commercial entre frères. Maintenant, après l'attaque, tout prenait une nouvelle perspective. « Martine, je vais à la bibliothèque centrale. Si maman appelle, dites-lui que je suis allé chercher du matériel d'étude. »« Mais mademoiselle, avec votre père à l'hôpital. J'y passerai après, promis, c'est important. » À la table du café, Thérèse écouta attentivement Michel raconter ce qui s'était passé la veille. L'attaque contre Antoine Mendes, comment il l'avait reconnu comme l'homme d'affaires mentionné dans la lettre de son père et comment l'un des agresseurs lui avait semblé familier. C'était lui, Thérèse.
Le même homme que j'ai vu parler à mon père quelques jours avant sa disparition. La détective prit une gorgée de café avant de répondre. Henry Nogueira, le bras droit de Richard Mendes dans toutes ses sales affaires. C'est lui qui a intercepté ton père quand Charles essayait de porter les preuves à son frère, Antoine. Alors mon père, Thérèse serra fermement la main de Michel. Ton père était un homme extraordinaire, Michel. Honnête jusqu'au bout, il a découvert des détournements de médicaments contrôlés, principalement des opioïdes, qui étaient vendus au marché noir, des millions en contrats frauduleux, de la surfacturation dans les travaux publics, des pots de vin, un système gigantesque. Heure et Monsieur Antoine. Est-il impliqué? Non. D'après ce que ton père a découvert, Antoine Mendes est un homme intègre. Il commençait à se méfier de son frère, exigeant des audits indépendants. C'est pourquoi il devait l'écarter. Ah, pourquoi n'avez-vous rien fait avec les preuves que mon père vous a laissées? Le regard de Thérèse se durcit. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai ouvert une enquête confidentielle, mais j'ai été bloqué de toutes parts. Ils ont des gens dans la police, au parquet, partout. Il nous en fallait plus. Quelqu'un de l'intérieur avec le courage de dénoncer. Quand ton père a disparu, les preuves qu'il m'a laissées n'étaient pas suffisantes. Michel ouvrit son sac à dos et montra la clé USB et la carte mémoire. Est-ce que ça peut t'aider? Les yeux de la détective s'illuminèrent. C'est possible. Allons à mon bureau pour vérifier ça. Mais avant, je dois savoir. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le garçon hésita. Je ne sais pas. Une partie de moi veut justice pour mon père. Une autre partie veut juste continuer à vivre en paix. Il n'y a plus de paix pour toi, Michel. Ils t'ont vu sur les lieux de l'attaque. S'ils découvrent qui tu es, ils te chercheront aussi. À la Bibliothèque centrale de Paris, Sophie marchait entre les rayons, observant chaque jeune qu'elle voyait étudier. L'information de Marcel était vague. Elle ne connaissait pas le nom du garçon, seulement qu'il fréquentait le lieu presque quotidiennement et consultait toujours des livres de médecine. Après avoir tourné en rond pendant près d'une heure sans succès, Sophie décida de demander au bibliothécaire. Une dame à lunettes épaisses lui répondit avec un sourire fatigué. « Bonjour, je cherche un jeune homme qui fréquente cette bibliothèque. Il a environ 16 ans. Il consulte toujours des livres de médecine. C'est très important que je le trouve. » La bibliothécaire ajusta ses lunettes, analysant Sophie avec curiosité. « Vous devez parler de Michel. Il n'est pas encore venu aujourd'hui, mais il arrive généralement vers 10 heures. »« Michel? C'est son nom ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer. « C'est ça. Michel Henry, un garçon brillant. Il a des connaissances médicales qui impressionnent même les professeurs d'université qui viennent ici. Son père était ambulancier d'après ce que je sais. Constanza Paysanne, savez-vous où je peux le trouver? C'est vraiment très important. Je suis désolé, ma chère, mais nous ne pouvons pas fournir d'informations personnelles sur nos usagers. C'est la politique de la bibliothèque. » Sophie hocha la tête, comprenant. Elle décida d'attendre. Elle s'assit à une table avec vue sur l'entrée et prit un livre au hasard pour faire semblant. Elle envoya un message à sa mère, l'informant qu'elle passerait à la bibliothèque avant d'aller à l'hôpital. Au bureau de Thérèse, un petit local commercial dans le 13e arrondissement, Michel observait la détective examiner le contenu de la clé USB sur un vieil ordinateur portable, déconnecté d'Internet. « Incroyable !» murmura Thérèse, parcourant des dizaines de fichiers. « Ton père a tout documenté méticuleusement. Contrat, tableau de détournement, date de livraison, nom des personnes impliquées. Est-ce que c'est suffisant pour les incriminer? » Certainement. Surtout ses enregistrements. Charles a réussi à enregistrer Richard Mendes, discutant de la distribution des médicaments détournés, avec Henry Nogueira. Thérèse continua d'examiner les fichiers quand quelque chose attira son attention. « Attends, ça date d'hier. » Elle ouvrit une vidéo datée de la veille. À l'écran apparut l'image d'une caméra de sécurité. Elle montrait le moment exact de l'attaque contre Antoine Mendes sur l'avenue des Champs-Élysées. Les trois hommes s'approchant, l'injection, l'homme d'affaires chancelant, le chauffeur retenu. Puis Michel entrant en scène, prodiguant les premiers secours. « Comment est-ce que c'est là ?» demanda Michel, confus. « Ton père a dû configurer la clé USB pour se synchroniser automatiquement avec certaines caméras de sécurité. Elle était brillante en technologie. » Thérèse agrandit l'image, se concentrant sur les agresseurs. Henry Nogueira, Jorge Prado et Paulo Menezes, tous liés à BTP Horizon. C'est de l'or en barre, Michel. La vidéo continuait,
montrant les 3 hommes s'éloigner. Puis la caméra capta quelque chose qui fit figer l'image à Thérèse. Richard Mendes observait de loin, à l'intérieur d'une voiture garée. Son propre frère, murmura-t-elle. Il a planifié l'attaque contre son propre frère. À l'hôpital, Antoine Mendes discutait avec sa femme quand Richard entra dans la chambre. L'homme d'affaires semblait plus lucide, bien qu'encore affaibli. « Comment te sens-tu, mon frère » demanda Richard avec une préoccupation apparemment sincère. « Mieux. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. Si ce n'était pas pour ce garçon. » À ce sujet, Antoine, la police enquête. Ils pensent qu'il pourrait y avoir plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Élise fronça les sourcils. « Comment ça ?»« Eh bien, c'est étrange qu'un gamin des rues ait des connaissances médicales si avancées, non? Et qu'il apparaisse juste à ce moment-là. Peut-être qu'il a un lien avec les agresseurs. »« C'est absurde, » protesta Antoine. « Pourquoi quelqu'un impliqué dans l'attaque me sauverait-il après? Just pour gagner ta confiance, peut-être. Pour s'approcher de la famille ?» Richard posa la main sur l'épaule de son frère. « Je te demande juste d'être prudent. La police analyse les caméras de sécurité du quartier. » Antoine ferma les yeux, fatigué. « Ce garçon m'a sauvé la vie, Richard. Il ne semblait faire partie d'aucun complot. » En parlant de complot, continua Richard changeant de sujet, nous devons décider du contrat avec Horizon. Le délai expire dans 2 jours. Je t'ai déjà dit que je ne signe rien sans un audit complet. Antoine, sois raisonnable. Nous avons déjà investi des millions dans ce projet. Un retard pourrait compromettre la viabilité de tout le complexe industriel. C'est curieux, Richard, dit Antoine, ouvrant les yeux pour faire face à son frère, que j'ai été attaqué juste au moment où je commençais à remettre en question ces contrats. Un silence inconfortable plana dans la pièce. Richard força un sourire. « Tu suggères quelque chose, mon frère ?»« Juste une observation. » La tension fut rompue lorsque le téléphone d'Élise sonna. C'était Sophie, demandant si elle pouvait apporter quelque chose à son père en venant à l'hôpital. Pendant que sa mère parlait à sa fille, Antoine observait son frère avec un nouveau regard. Les soupçons qui semblaient auparavant paranoïaques commençaient à prendre une forme concrète. De retour à la bibliothèque, Sophie continuait d'attendre. Quand l'horloge sonna 10h30, la porte principale s'ouvrit et un groupe d'étudiants entra. Parmi eux, un jeune homme solitaire avec un sac à dos usé attira son attention. Des cheveux sombres légèrement longs, une expression sérieuse, un regard déterminé. Sophie sentit son cœur bondir. C'était lui. Elle en était absolument certaine. Michel se dirigea vers le comptoir d'accueil, discuta brièvement avec la bibliothécaire et se dirigea vers la section de médecine. Sophie attendit quelques minutes, rassemblant son courage avant de s'approcher. Elle le trouva assis à une table isolée, feuilletant un épais traité de pharmacologie. « Excusez-moi, » dit-elle à voix basse. Michel leva les yeux de son livre et son visage pâlit en la reconnaissant. C'était la fille de l'homme d'affaires qui l'avait sauvée. « Vous êtes Michel, n'est-ce pas ?» demanda Sophie avec un sourire nerveux. « Je m'appelle Sophie Mendes. Vous avez sauvé la vie de mon père hier. » Le garçon ferma lentement le livre, regardant autour de lui avec appréhension. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Ce n'a pas été facile, » admit-elle, s'asseyant en face de lui. « J'ai demandé sur tous les réseaux sociaux, à tous ceux que je connais. Une amie a mentionné un garçon qui étudiait toujours la médecine ici. Vous n'auriez pas dû me chercher, » dit Michel à voix basse. « C'est dangereux. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Dangereux? Je voulais juste vous remercier. Mon père est en vie grâce à vous. » Michel hésita, partagé entre la nécessité de s'éloigner et l'occasion unique de parler directement à la fille d'Antoine Mendes. Après ce qu'il avait découvert ce matin-là, c'était peut-être la chance dont il avait besoin. « Comment va-t-il » demanda-t-il finalement. « Mieux, les médecins ont dit que si vous n'aviez pas agi si vite, il aurait pu avoir des lésions cérébrales permanentes ou pire. » Sophie se pencha vers lui. « Où avez-vous appris à faire ça ?» Les secouristes étaient impressionnés. « Mon père était ambulancier. Il m'a beaucoup appris sur les premiers secours et les procédures d'urgence. »« Était ?» Sophie nota l'emploi du passé. Michel détourna le regard. « Il a disparu il y a 3 ans. »« Je suis désolée, » dit-elle sincèrement compatissante. Puis elle se souvint de quelque chose. « Mon oncle Richard pense que vous pourriez être impliqué dans l'attaque. » La mention du nom de Richard fit durcir l'expression de Michel. « Votre oncle ?»« Richard Mendes. »« Oui,
Il a dit à la police qu'il trouvait suspect que vous soyez apparu au moment exact et que vous sachiez exactement quoi faire. Michel ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qui montait. Richard essayait de l'incriminer, exactement comme Thérèse l'avait prédit. Quand il rouvrit les yeux, il prit une décision. « Sophie, je dois te dire quelque chose d'important, mais pas ici. C'est à propos de ton père, de ton oncle, et de mon père aussi, et c'est dangereux. » La jeune fille sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça? Qu'est-ce que mon oncle a à voir avec votre père? Crois-moi quand je te dis que ta famille pourrait être en danger. Surtout ton père. » Michel baissa encore plus la voix. Ce n'était pas une agression ordinaire. C'était une tentative de meurtre. Sophie pâlit. Les mots de Michel confirmaient ses propres soupçons. Des soupçons qu'elle n'avait même pas osé formuler clairement. Elle se souvint des discussions animées qu'elle avait entendues entre son père et son oncle ces dernières semaines, de la lettre qu'elle avait trouvée dans le bureau de son père, des appels mystérieux que Richard recevait tard dans la nuit. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne le peux pas. »« Pas encore. Mais je peux te montrer des preuves. » Michel hésita, puis prit une autre décision difficile. « il y a une détective privée qui m'aide. Elle a des preuves. Si tu veux connaître la vérité, viens avec moi la rencontrer. » Sophie regarda son téléphone. Elle avait promis à sa mère d'aller à l'hôpital juste après la bibliothèque. Mais quelque chose dans la sincérité du regard de Michel, la même sincérité qu'elle avait vue quand il avait sauvé son père, la fit y croire. « Allons-y, » décida-t-elle. « Montrez-moi ces preuves. » Alors qu'ils sortaient ensemble de la bibliothèque, le garçon de la banlieue et la fille de l'homme d'affaires, ils ne remarquèrent pas l'homme qui les observait discrètement derrière un journal. Dès qu'ils quittèrent ce bâtiment, il prit son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Richard, j'ai trouvé le garçon, et votre nièce est avec lui. » De l'autre côté de la ligne, Richard Mendes sourit froidement. « Parfait. Suivez-les. Découvrez où ils vont. Ne faites rien pour l'instant. Observez simplement. » Les deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser étaient maintenant irrémédiablement liés. Et les révélations qui allaient suivre changeraient à jamais le destin de tous les protagonistes. Le taxi fendait les rues, embouteillées de Paris, tandis que Michel expliquait à Sophie tout ce qu'il avait découvert ce matin-là. La lettre de son père, les fichiers trouvés, la conspiration impliquant son oncle Richard, BTP Horizon, et le détournement de médicaments contrôlés. À chaque mot, Sophie sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle lorsque Michel eut terminé. « Mon oncle ne ferait pas ça. Notre famille a toujours été riche, respectable, intouchable. » La voix de Michel avait une pointe d'amertume. « C'est comme ça que ça marche, Sophie. Les puissants pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Et mon père n'est pas comme ça. » Se défendit-elle, les yeux embués de larmes. « Il a toujours été correct en tout. Je te crois. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. » Il commençait à découvrir le pot aux roses. Samma. Le taxi s'arrêta devant un immeuble de bureaux d'apparence modeste dans le 13e arrondissement. Michel paya la course avec quelques billets froissés, le peu d'argent qu'il avait gardé pour les urgences. Sophie remarqua le sacrifice et se sentit gênée de ne pas avoir proposé de payer, un réflexe de n'avoir jamais eu à penser à l'argent dans sa vie privilégiée. « C'est ici ?» demanda-t-elle, regardant l'immeuble avec méfiance. « Oui, Thérèse nous attend au 3e étage. » Michel ajusta le sac à dos sur ses épaules, où il transportait les précieux fichiers. « Elle a beaucoup plus de preuves. C'est la seule personne qui a cru mon père. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur démodé, Sophie essayait de tout assimiler. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à la sécurité de son monde protégé, prétendre que rien de tout cela n'était réel. Une autre partie, plus profonde et intuitive, savait que Michel disait la vérité. « Pourquoi avez-vous décidé de me chercher à la bibliothèque ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas simplement enfui? Ça aurait été plus sûr pour vous. » Michel la regarda avec ses yeux sombres et intenses. « Parce que ton père ne mérite pas de mourir à cause de son frère. Et parce que mon père a donné sa vie en essayant de faire ce qui était juste. Je ne peux pas déshonorer ce sacrifice. » L'ascenseur arriva au 3e étage avec une secousse. Dans le couloir mal éclairé, une porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait sonné. Thérèse Alvet les attendait, le visage grave et les yeux vifs. « Entrez vite », ordonna-t-elle, vérifiant le couloir vide avant de fermer la porte.
Elle se tourna vers Sophie. « Alors vous êtes la fille d'Antoine Mendès. Vous avez ses yeux. Comment savez-vous ça ?» demanda Sophie, surprise. « J'ai enquêté sur toute la famille Mendès quand votre père a commencé à se méfier de son frère. » Thérèse désigna une table couverte de documents, de photos et d'un ordinateur portable ouvert. « Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter et peu de temps. » Le bureau était petit, fonctionnel et impeccablement organisé. Au mur, des cartes de la ville et un tableau avec des photos et des noms reliés par des fils de couleur, une carte de la conspiration que Thérèse avait assemblée au fil des ans. « Ton père t'a parlé des fichiers qu'il a découverts aujourd'hui ?» demanda l'enquêtrice. Sophie hocha la tête encore abasourdie. « C'est difficile de croire que mon oncle soit impliqué dans quelque chose comme ça. Il n'y a pas que votre oncle. » Thérèse tourna l'ordinateur portable vers la jeune fille. À l'écran, une vidéo montrait Richard Mendès en réunion avec 3 hommes dans un restaurant luxueux. Voici Henri Nogueira, de BTP Horizon. Voici Paul Ribeiro, secrétaire adjoint à la santé. Et voici Marc Alencar, directeur des appels d'offres du gouvernement. Quand est-ce que ça a été enregistré? Il y a 2 mois. Regardez. Dans la vidéo, sans son mais avec des sous-titres, Richard discutait des détails d'un système de surfacturation dans un contrat de construction d'hôpitaux. Il mentionnait clairement la distribution de pots de vin et comment ils allaient régler le problème avec Antoine. Ça peut être manipulé, argumenta Sophie, désespérée de trouver une autre explication. « Je sais que c'est difficile à accepter », intervint Michel, s'asseyant à côté d'elle. « Je ne voulais pas y croire non plus quand j'ai découvert la vérité sur la disparition de mon père. » Thérèse ouvrit un autre fichier sur l'ordinateur. C'était une photo de Charles, le père de Michel, avec un groupe de secouristes. Sophie remarqua qu'en arrière-plan, son propre père apparaissait plus jeune, remettant une sorte de certificat à l'équipe. « Votre père et celui de Michel se connaissaient » demanda-t-elle stupéfaite. « Pas exactement » répondit Thérèse. « Charles a sauvé la vie d'Antoine Mendès il y a 7 ans, quand il a eu une crise cardiaque lors d'une course au parc des Buttes-Chaumont. C'était une coïncidence. Charles était de service ce jour-là. Votre père n'a jamais su le nom complet du secouriste qui l'a sauvé, seulement son prénom. Et Charles n'a jamais mentionné pour qui il travaillait, jusqu'à ce qu'il découvre le complot. » Compléta Michel. Quand il a réalisé que Mendes Pharma était impliqué, il s'est souvenu de l'homme qu'il avait sauvé des années auparavant. Il a essayé de le prévenir. Sophie sentit les larmes couler sur son visage. C'était trop de destin, trop de coïncidences. Alors vous avez sauvé mon père comme votre père l'a fait des années auparavant. Sans même le savoir. Michel hocha la tête, également ému. Quand j'ai vu votre père à terre, je n'avais aucune idée de qui il était. C'est seulement après, en lisant la lettre, que j'ai compris le lien. Thérèse interrompit le moment, toujours pragmatique. Nous devons agir vite. Richard Mendès essaye certainement déjà de nous localiser. Il a des gens dans la police, il a des ressources, il a du pouvoir. Que pouvons-nous faire ? Demanda Sophie en essuyant ses larmes. D'abord, nous devons nous assurer que votre père est en sécurité. Si Richard découvre que vous êtes avec nous, il pourrait accélérer ses plans. Ils n'ont pas réussi à le tuer avec l'overdose déguisée, il pourrait réessayer à l'hôpital. Mon Dieu! Sophie prit son téléphone. « Je dois prévenir ma mère !» Thérèse lui prit la main. « Pas d'appel pour l'instant. Il pourrait nous écouter. Nous devons être stratégiques. » Elle se tourna vers la carte au mur. « Michel, montre-lui la vidéo de l'agression. » Le garçon ouvrit le fichier sur l'ordinateur. Sophie regarda avec horreur l'enregistrement de l'attaque contre son père, capté par une caméra de sécurité. L'approche des 3 hommes, l'injection, l'évanouissement. Et puis, dans le coin de l'écran, son oncle observant tout depuis une voiture garée. « Non », murmura-t-elle, sentant son estomac se nouer. « Avec moi, ce n'est pas possible. »« Malheureusement, si, » confirma Thérèse. « Votre oncle a tout orchestré. Il voulait que votre père soit hors jeu pour approuver les contrats frauduleux avec Horizon. Mais pourquoi ne pas simplement falsifier sa signature? Pourquoi essayer de le tuer? Parce que votre père commençait à poser trop de questions, expliqua Thérèse. Il a demandé un audit externe, menacé de porter ses soupçons devant le conseil d'administration. C'était un risque trop grand pour le système. Michel, qui observait la fenêtre avec prudence, se retourna brusquement. « Thérèse, il y a une voiture garée de l'autre côté de la rue. Le même homme est là depuis plus de 10 minutes.
L'enquêtrice s'approcha discrètement de la fenêtre. « Merde, c'est un des gardes du corps de Richard Mendes. Ils ont dû vous suivre depuis la bibliothèque. » Tobata. « Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie, la peur évidente dans sa voix. « On sort par l'arrière. Vite, prenez seulement l'essentiel. » Thérèse rangea un ordinateur portable plus petit dans un sac avec quelques documents et clés USB. Elle tendit à Michel un téléphone prépayé. « Utilise ça pour communiquer avec moi. C'est sécurisé et difficile à tracer. » Elle les guida à travers un couloir intérieur jusqu'à un escalier de service qui descendait au parking. Une voiture simple, sans rien qui attire l'attention, était garée dans le coin le plus sombre. « Montez », ordonna Thérèse. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr. Ensuite, je dois aller à l'hôpital vérifier la sécurité de votre père, Sophie. » Alors que la voiture sortait par l'arrière du bâtiment, l'homme qui les surveillait remarqua le mouvement. Il prit rapidement son téléphone. « Oh, monsieur Richard, ils étaient dans le bureau d'une détective privée, Thérèse Alve. Ils viennent de sortir par une sortie secondaire. Ne les perdez pas de vue. » La voix de Richard était tendue. « Et découvrez tout sur cette fameuse Thérèse. »« Je les suis déjà, monsieur. Ils sont dans une Corolla argentée, plaque FDG 2348. » À l'hôpital américain de Paris, Antoine Mendes discutait avec sa femme lorsque son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Mendes, ne faites pas confiance à votre frère. Il est impliqué dans l'attaque contre vous. Votre fille est en sécurité avec moi. Des preuves sont en cours de rassemblement. Ne montrez pas que vous savez quoi que ce soit. » Thérèse Alves, détective privée. Antoine sentit son sang se glacer. Il regarda le téléphone, essayant de garder une expression neutre. Élise remarqua le changement sur son visage. « Un problème, mon chéri ?»« Non, juste l'entreprise. » Il força un sourire. « Où est-ce Sophie ? Je pensais qu'elle viendrait nous voir. Elle m'envoyait un message disant qu'elle passerait à la bibliothèque avant. Elle devrait arriver. » Antoine sut instinctivement que le message était vrai. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les disputes avec Richard sur les contrats. Des documents qui disparaissaient mystérieusement. Des audits bloqués, des employés clés écartés sans justification claire. Son propre frère avait essayé de le tuer. Il devait agir avec prudence. Si le message était correct, Sophie était avec cette enquêtrice. Probablement la même personne qui essayait de l'alerter depuis des mois par des emails anonymes qu'il avait ignorés, pensant que c'était des spams ou des tentatives d'extorsion. Sa rêverie fut interrompue par l'entrée de Richard dans la chambre, le visage apparemment inquiet. Mais maintenant, Antoine pouvait voir au-delà du masque. La tension dans les yeux de son frère, le léger tremblement de ses mains, l'anxiété déguisée en préoccupation. « Comment te sens-tu, mon frère ?» demanda Richard. « Mieux. Je pense que je sortirai demain. » Antoine étudia le visage de son frère, cherchant des signes de culpabilité. « Des nouvelles sur ceux qui m'ont fait ça ?» La police enquête. « J'ai aussi quelques contacts qui aident. » Richard consulta nerveusement son téléphone. « Sophie est déjà venue te voir ?»« Pas encore. »« Pourquoi ?»« Rien d'important. Je voulais juste savoir comment va ma nièce préférée. » Le mensonge était évident maintenant. Richard n'avait jamais été proche de Sophie, n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour sa nièce. Antoine appuya discrètement sur le bouton d'appel d'urgence à côté de son lit, sentant qu'il avait besoin d'une issue à cette situation. Quelques secondes plus tard, une infirmière entra. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Mendes ? Savez-tu, je ressens une douleur étrange à la poitrine. Pourriez-vous appeler le médecin, s'il vous plaît ?» Tandis que l'infirmière sortait précipitamment, Richard s'approcha du lit. « Tu veux que je fasse quelque chose, Antoine ? Tu as l'air pâle. »« Ne t'inquiète pas, » répondit-il, forçant un ton désinvolte. « Ça doit être juste la fatigue. » Le médecin entra rapidement dans la chambre. Après une brève évaluation, il suggéra quelques examens supplémentaires. « Nous allons vous emmener faire un électrocardiogramme, par précaution. » C'était la chance dont Antoine avait besoin pour sortir de la chambre sans éveiller les soupçons. Alors qu'on l'emmenait dans un autre service, il murmura au médecin « J'ai besoin d'utiliser un téléphone sans que mon frère le sache. » Le médecin, confus mais sensible à l'urgence dans le ton du patient, hocha discrètement la tête. Dès qu'ils furent assez loin, il tendit son propre téléphone à Antoine. « Passez votre appel. J'ai une consultation de 5 minutes. Après ça, j'aurai besoin de récupérer mon téléphone. » Les mains tremblantes, Antoine répondit au message mystérieux. « Je veux des preuves. Comment savoir si ma fille est vraiment en sécurité ?
La réponse vint presque immédiatement, avec une photo de Sophie à côté d'un jeune homme, le même qui l'avait sauvée sur l'avenue. Il y avait une télévision allumée en arrière-plan, avec l'heure actuelle, prouvant que l'image était récente. C'est Michel, le fils de Charles Costa, un ambulancier qui a disparu il y a 3 ans, en enquêtant sur le système de votre frère. Il vous a sauvé la vie hier, sans savoir qui vous étiez. Sophie aide à rassembler des preuves. Nous resterons en contact. Antoine ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Sophie était vivante, mais impliquée dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Le médecin revint et il lui rendit rapidement le téléphone. « Merci, docteur. Je me sens déjà mieux. Les résultats semblent normaux, monsieur Mendes. C'était probablement juste de l'anxiété. Nous allons vous garder en observation quelques heures de plus. » Quand il retourna dans sa chambre, Richard était déjà parti. Élise expliqua qu'il avait reçu un appel urgent et avait dû aller régler quelque chose à l'entreprise. « Il s'est passé quelque chose, Antoine ? Tu as l'air différent. » demanda-t-elle, lui tenant la main. Antoine hésita. Il faisait entièrement confiance à sa femme, mais l'impliquer signifiait aussi la mettre en danger. D'un autre côté, il aurait besoin d'alliés. « Élise, je dois te dire quelque chose de terrible, mais tu dois me promettre de garder ton calme et de ne pas montrer que tu sais. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent, mais elle hocha fermement la tête. Elle avait toujours été forte, une véritable partenaire à tout moment. « Richard est impliqué dans mon agression. Sophie a découvert quelque chose, et elle est avec des gens qui rassemblent des preuves contre lui. »« C'est mon Dieu, Antoine !» Élise se couvrit la bouche, horrifiée. « Notre fille est en danger ? Je crois qu'elle est en sécurité pour l'instant. Mais nous devons agir avec prudence. Richard a des contacts partout. Dans l'appartement sécurisé de Thérèse, dans le quartier de la Butte aux Cailles, Sophie et Michel attendaient avec anxiété. L'endroit était simple, fonctionnel et surtout n'avait aucun lien officiel avec l'enquêtrice. « Mon père a répondu, » dit Thérèse, entrant dans la pièce après avoir vérifié son téléphone sécurisé. « Il a compris la situation et va nous aider sans éveiller les soupçons. »« Comment va-t-il » demanda Sophie inquiète. « Stable. Votre oncle a déjà quitté l'hôpital, ce qui nous donne un peu de répit. » Thérèse posa son revolver sur la table. « Mais il mobilise ses hommes. Je viens de recevoir des informations selon lesquelles il fouille ma vie, essayant de me localiser. » Michel, qui était resté silencieux à analyser les fichiers sur l'ordinateur portable, leva la tête. « Thérèse, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. » L'enquêtrice s'approcha. « Qu'as-tu trouvé? » « Dans les fichiers que mon père a sauvegardés. Il y a les registres d'un compte offshore où Richard Mendes dépose l'argent détourné. Et il y a plus, les noms de plusieurs politiciens qui reçoivent des pots de vin pour approuver les contrats d'Horizon. » Sophie regarda par-dessus son épaule, reconnaissant certains noms de personnalités éminentes du gouvernement. « C'est beaucoup plus gros que ce que nous imaginions. C'est exactement pour ça que c'est si dangereux. » a convaincu Thérèse. « Ce n'est pas seulement votre oncle, Sophie. C'est un réseau de corruption qui implique des hommes d'affaires, des politiciens, même certains juges. Si nous remettons ces preuves aux mauvaises personnes, elles disparaîtront tout simplement. »« Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda Michel. « Nous avons besoin d'une exposition publique. Si les médias ont accès à ces informations, il sera impossible d'étouffer l'affaire. » Thérèse fit les 100 pas dans la pièce, pensive. « J'ai un contact au journal Le Monde, un journaliste d'investigation. Je peux lui faire confiance. Et mon père ?» Sophie se mordit la lèvre, inquiète. « Nous devons le faire sortir de l'hôpital le plus tôt possible. Richard pourrait réessayer. » La tension dans l'appartement était palpable. Michel s'approcha de la fenêtre, vérifiant la rue déserte. « Tu penses qu'ils ont réussi à nous suivre jusqu'ici ?»« Je ne crois pas, » répondit Thérèse. « Cet appartement est enregistré au nom d'une cousine décédée. Il n'y a pas de lien direct avec moi. Mais nous ne pouvons pas rester longtemps. » Sophie s'assit sur le canapé usé, la réalité de sa situation la frappant enfin de plein fouet. Il y a 24 heures, elle n'était qu'une étudiante privilégiée, préoccupée par son concours de médecine. Maintenant, elle était cachée, dans un appartement inconnu, fuyant son propre oncle, impliquée dans une conspiration qui semblait sortie d'un thriller. « Pourquoi risquez-vous tout pour nous ?» demanda-t-elle à Michel qui restait vigilant à la fenêtre. Le garçon se retourna, ses yeux rencontrant les siens. « Quand mon père a disparu, personne ne s'en est soucié. Pour le monde, ce n'était qu'un travailleur de plus qui avait disparu dans la grande ville. Peut-être qu'il s'était enfui.
Peut-être qu'il avait de mauvaises fréquentations. Personne n'a vraiment enquêté, sauf Thérèse. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. Maintenant, j'ai la chance de faire la différence, de m'assurer que la vérité éclate. Je ne peux pas gâcher cette occasion. Sophie sentit une admiration croissante pour le garçon. Malgré toutes les difficultés, la perte de son père, des conditions de vie si différentes des siennes, Michel conservait un sens de la justice et une intégrité inébranlable. « Vous êtes incroyable », dit-elle presque sans s'en rendre compte. Michel rougit légèrement, détournant le regard. « Je fais juste ce qui est juste. » Thérèse, observant l'interaction entre les jeunes, sourit discrètement. Au milieu du chaos, quelque chose de pur naissait là. Le moment fut interrompu lorsque le téléphone sécurisé sonna. C'était le contact de Thérèse à la police. « Thérèse, nous avons un problème. Richard Mendez a déposé une plainte contre toi et contre un mineur nommé Michel. Il prétend que vous avez enlevé sa nièce. » « Sérieusement quoi ?» L'enquêtrice pâlit. « Il n'a pas perdu de temps. Pire, il a obtenu un mandat d'arrêt contre toi et un mandat de perquisition pour toutes tes adresses connues. Il présente le garçon comme complice de l'attaque contre l'homme d'affaires. Ils ont utilisé des images de caméra qui ne montrent qu'une partie de la scène, montées pour faire croire qu'il était impliqué. « Maudit soit-il » murmura Thérèse. « Il a plus de contact que je ne l'imaginais. »« Où êtes-vous allé ? J'ai besoin de le savoir pour aider. » Thérèse hésita. Elle faisait confiance à ce contact depuis des années, mais maintenant chaque personne représentait un risque potentiel. « Je ne peux pas le dire maintenant. Qu'est-ce que tu sais d'autre ? » Il mobilise des patrouilles vers tes adresses connues. Et il y a plus. Richard est en train de dire à la presse que tu as des antécédents de problèmes psychiatriques, que tu as été écarté de la police pour comportement erratique et théorie du complot. Fils de... Thérèse serra le téléphone avec force. Ils essaient de discréditer toutes les preuves que nous présenterons. Fais attention. Je vais essayer de retarder les recherches, de donner des informations confuses, mais je n'ai pas beaucoup de pouvoir. En raccrochant, Thérèse regarda les deux jeunes avec gravité. La situation a empiré. Richard nous a déclaré une guerre ouverte. Qu'a-t-il fait ? Demanda Sophie, alarmée. Il nous a dénoncés pour enlèvement. Toi, Sophie, tu es maintenant officiellement une victime retenue contre ta volonté par moi et par Michel. Ça est absurde. Je suis ici de mon plein gré. Peu importe, son histoire arrivera aux médias en premier. Nous devons agir plus vite que prévu. Thérèse prit ses clés. Je vais rencontrer mon contact du monde maintenant. Vous deux restez ici, enfermés. N'ouvrez la porte à personne, ne faites pas de bruit, ne vous approchez pas des fenêtres. Michel fronça les sourcils. N'est-ce pas trop risqué que tu sortes ? C'est notre seule chance. Si nous parvenons à faire publier l'article demain matin, avec toutes les preuves, la situation se retournera. Richard perdra ses soutiens. Les autorités ne pourront pas ignorer les preuves. Avant de partir, Thérèse tendit son arme à Michel. « Seulement en dernier recours, tu as compris ? Tu sais t'en servir ?» Mon père m'a appris les bases de la sécurité, mais je n'ai jamais tiré pour de vrai. J'espère que tu n'en auras pas besoin. L'enquêtrice les regarda tous les deux sérieusement. « Je reviens dans quelques heures. Si je ne suis pas de retour à l'aube, il y a un autre téléphone sécurisé dans le tiroir de la cuisine. Utilisez-le pour contacter le père de Sophie. » Après le départ de Thérèse, le silence s'installa dans le petit appartement. Sophie s'assit sur le canapé, serrant ses genoux. L'arme sur la table semblait un objet extraterrestre dans son monde. « Tu penses qu'on en aura besoin ?» demanda-t-elle en désignant le revolver. « J'espère que non, » répondit Michel, s'asseyant à côté d'elle. « Ton oncle ne sait pas où nous sommes. Et même s'il le découvre, je ne crois pas qu'il tenterait quelque chose d'aussi direct qu'une intrusion. »« Tu ne connais pas Richard ?» dit Sophie avec amertume. « Il obtient toujours ce qu'il veut, peu importe la méthode. » Le silence revint, plus lourd cette fois. Dehors, la nuit parisienne engloutissait le jour de son obscurité parsemée de lumière. Deux mondes différents unis par une conspiration. Deux jeunes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, partageant maintenant un destin entrelacé de secrets et de dangers. La nuit s'étendait sur Paris comme un voile d'incertitude. Dans le petit appartement de la Butte aux Cailles, Michel et Sophie attendaient dans un silence tendu, chaque minute semblant une éternité. Il était plus de minuit, et Thérèse n'était toujours pas revenue de sa rencontre avec le journaliste du Monde. « Et s'il lui était arrivé quelque chose ?» demanda Sophie, qui faisait les 100 pas dans le petit salon.
Ça fait 4 heures qu'elle est partie. Michel vérifia de nouveau la fenêtre, en prenant soin de ne pas être vue de la rue. Elle sait se débrouiller. Peut-être que la rencontre dure plus longtemps que prévu. Il y a beaucoup de preuves à expliquer. Cependant, il commençait lui-même à sentir l'inquiétude monter. Le silence du téléphone sécurisé était oppressant. Aux informations télévisées, qu'il gardait à un volume minimal, rien encore sur le prétendu enlèvement de Sophie Mendes. Probablement que Richard gardait cette carte pour l'utiliser au moment le plus stratégique. « Je dois parler à mon père », décida soudainement Sophie. « Il doit être désespéré sans nouvelles de moi. » Thérèse a dit de ne pas utiliser les téléphones sauf en cas d'urgence, rappela Michel. Mais en voyant l'expression angoissée de Sophie, il céda. « D'accord, mais utilise le téléphone sécurisé et sois brève. Ne dis pas où nous sommes. » Sophie composa le numéro de son père qu'elle avait mémorisé. Antoine répondit à la première sonnerie comme s'il avait le téléphone à la main, en attente. « Et Sophie? Dieu merci, tout va bien ?»« Oui, papa, je suis en sécurité. » Sa voix tremblait légèrement. « Je suis avec Michel, le garçon qui t'a sauvé. »« Je sais, ma chérie. Thérèse m'a tout expliqué. Nous essayons de résoudre cette situation. » La voix d'Antoine était fatiguée mais déterminée. « Ton oncle, il a signalé ta disparition, la police te cherche. »« Je sais. C'est un mensonge, papa. Je suis ici de mon plein gré. Nous avons vu les preuves, les vidéos, les documents. Tonton Richard a essayé de te tuer. » Un lourd silence s'installa pendant quelques secondes. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère. Mais maintenant, tout prend sens. Les réunions secrètes, les contrats modifiés, les employés loyaux écartés. Tinst, le père de Michel, a essayé de t'alerter il y a 3 ans. Et il a fini par disparaître à cause de ça. Oui, Thérèse me l'a dit. Je suis dévasté par tout ça, Sophie. Mais nous allons arranger cette situation. J'ai réussi à contacter un procureur fédéral de confiance. Si nous avons assez de preuves, il peut ouvrir une enquête dès aujourd'hui. Thérèse est allée voir un journaliste pour tout publier, mais elle n'est pas encore revenue. Nous sommes inquiets. Reste où tu es. C'est l'endroit le plus sûr pour le moment. Je viens de sortir de l'hôpital. Je vais dans un hôtel avec ta mère. Richard ne sait pas où nous sommes. On se retrouve demain matin. L'appel fut interrompu lorsque le téléphone sécurisé de Thérèse sonna. C'était elle, enfin. « T'as Michel, Sophie, vous allez bien ?» La voix de l'enquêtrice était tendue. « Oui, ça va, » répondit Michel. « Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu mis si longtemps ?»« C'était une embuscade. Quelqu'un a fait fuiter notre rendez-vous. Quand je suis arrivé, des hommes m'attendaient. J'ai réussi à m'échapper, mais je suis blessé. » Sophie sentit son sang se glacer. « Blessé? Comment ça? Où es-tu » ? Une éraflure à l'épaule. Rien de grave. Je suis en route pour l'appartement, mais je suis sûr d'être suivi. Vous devez partir de là immédiatement. Michel était déjà en mouvement, rangeant le matériel et les documents dans son sac à dos. Où est-ce qu'on va? Il y a une clé d'un autre appartement cachée dans le pot de fleurs du couloir. 3e étage de l'immeuble d'en face. Allez-y et attendez-moi. Ne sortez sous aucun prétexte. First cousin den Likiv, de Takworde. Les preuves erfaffe. As-tu réussi à les donner aux journalistes? Sanatin Darcite. En partie. Avant l'embuscade, j'ai réussi à lui passer les fichiers principaux. Il a promis que l'article serait en ligne à 6 heures du matin, avec ou sans mon approbation finale. Thérèse marqua une pause, sa respiration lourde. Maintenant, allez-y. Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'appel se termina brusquement. Michel et Sophie se regardèrent, la peur évidente dans leurs yeux. « Allons-y », dit-il déterminé, en prenant l'arme de Thérèse. « Fais exactement ce que je te dis. » Au même moment, dans le luxueux appartement de Richard Mendes, dans le 16e arrondissement, l'homme d'affaires recevait des nouvelles qui le rendaient de plus en plus furieux. « Comment ça, vous l'avez perdu ?» cria-t-il au téléphone. C'était une simple ex-flic qui enquêtait sur des choses qui ne la regardaient pas. De l'autre côté de la ligne, Henri Nogueira tentait d'expliquer. Elle était préparée, Richard. Elle a senti l'embuscade avant qu'on entre dans le café. Il y a eu un échange de tirs. Elle a touché 2 de nos hommes. Mock et le journaliste. Tass, disparu dans la confusion. Nous ne savons pas si elle a réussi à lui passer les documents. Richard passa la main dans ses cheveux grisonnants, son esprit calculant rapidement les possibilités. Trouvez-la et découvrez où elle a caché ma nièce et ce gamin. Utilisez toutes les ressources. Corruption, intimidation, tout ce qu'il faudra.
Et si nous n'y arrivons pas à temps? Le Monde boucle son édition à 4 heures du matin pour la distribution. Alors il nous faut un plan B. Appelle nos contacts au journal. Je veux qu'une histoire soit plantée immédiatement sur Thérèse Alve. Antécédents psychiatriques, obsession pour les complots, tout ce qui peut la discréditer. Et pour le garçon? On va renforcer le récit selon lequel il était impliqué dans l'attaque contre Antoine. Je veux voir sa photo dans tous les journaux télévisés, d'ici le lever du jour. Si on ne peut pas les faire taire, on détruira leur crédibilité. Henri hésita. Richard, ça devient trop compliqué. Peut-être qu'on devrait envisager... Envisager quoi? D'abandonner? De laisser 3 ans de planification? Des millions détournés et des contrats de plusieurs milliards partir en fumée? N'y pense même pas, Henri. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui sont contre moi. Le silence de l'autre côté de la ligne fut une réponse suffisante. Richard raccrocha et passa immédiatement un autre appel. « Paul, j'ai besoin que tu actives notre cellule de crise maintenant. Thérèse Alves est sur le point de divulguer des informations au monde. Je veux que tu contactes le rédacteur en chef immédiatement. Offre ce qu'il faudra pour bloquer tout article me concernant ou concernant Mendes Pharma pour les prochaines 48 heures. » Dans le couloir sombre de l'immeuble de la Butte aux Cailles, Michel et Sophie se faufilaient vers la sortie de secours. Le garçon marchait devant, attentif à tout mouvement suspect, tandis que Sophie portait le sac à dos avec les précieux documents. « Je ne comprends pas comment ils ont découvert le rendez-vous de Thérèse avec le journaliste, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a dû faire fuiter l'information. Ton oncle a des gens partout. » Michel s'arrêta brusquement, levant la main en signe de silence. Une voiture inconnue venait de se garer devant l'immeuble. 2 hommes en descendirent, regardant attentivement l'entrée. Même à distance, Michel reconnut l'un d'eux. C'était le même homme qu'il avait vu observer dans la foule lors de l'attaque contre Antoine Mendes. « Merde, ils sont déjà là, » murmura-t-il. « On doit passer par derrière. » Ils reculèrent silencieusement, descendant par un escalier de service qui menait à la cour intérieure de l'immeuble. De là, ils pouvaient sauter un muret et accéder à l'immeuble d'en face, où se trouvait l'autre appartement de Thérèse. « Tu peux sauter ce mur ?» demanda Michel en évaluant la hauteur. Sophie hocha la tête, déterminée. « J'ai grandi en grimpant aux arbres, dans la maison de campagne de ma famille. » Ce n'est rien. Avec une agilité surprenante, elle passa de l'autre côté. Michel la suivit rapidement. Ils étaient maintenant dans le parking de l'immeuble voisin, cachés entre des voitures garées. « La clé doit être dans le pot de fleurs du 3e étage, » rappela Sophie. « Comment on y arrive sans être vu? »« Par l'ascenseur de service, allons-y !» Pendant ce temps, à quelques rues de là, Thérèse conduisait avec difficulté, son épaule blessée rendant ses mouvements pénibles. Elle avait semé ses poursuivants pour le moment, mais savait qu'ils ne tarderaient pas à la retrouver. Richard Mendes avait trop de ressources, trop de contacts. Son téléphone vibra. C'était un message de son contact au journal. Le rédacteur en chef subit des pressions pour bloquer l'article. On lui a offert une fortune. On résiste, mais il me faut quelque chose de plus concret pour garantir la publication. Thérèse jura à voix basse. Même avec toutes les preuves, le pouvoir de l'argent parlait encore plus fort. Il lui fallait quelque chose de définitif, quelque chose que même le plus corrompu des rédacteurs ne pourrait ignorer. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle tapa rapidement une réponse. « Je vais envoyer quelque chose dans 30 minutes que personne ne pourra ignorer. Attends. » À l'hôtel Lutetia, Antoine et Élise Mendes s'installaient dans une suite de luxe. Bien qu'ils aient les moyens de s'offrir n'importe quel hôtel de la ville, ils avaient choisi celui-ci pour sa sécurité renforcée et sa discrétion avec les célébrités et les hommes d'affaires de haut rang. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous fuyions ton propre frère, » dit Élise, s'asseyant sur le bord du lit, épuisée physiquement et émotionnellement. « Moi non plus, » répondit Antoine, regardant par la fenêtre panoramique la ville qui ne dort jamais. « J'ai toujours su que Richard était ambitieux, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Qu'allons-nous faire maintenant? Sophie est en danger. Thérèse a assuré qu'elle est en sécurité avec le garçon. Et demain matin, la vérité éclatera si tout se passe comme prévu. » Antoine s'assit à côté de sa femme, lui tenant les mains. « Ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir que le père de ce garçon a essayé de m'alerter il y a des années, et qu'il a fini par payer de sa vie pour cela. » Tu ne pouvais pas savoir, Antoine. Même ainsi, je porte cette culpabilité. Si j'avais été plus attentif,
Si j'avais mieux enquêté sur les affaires de l'entreprise, au lieu de faire aveuglément confiance à mon frère, le téléphone de la chambre sonna, interrompant la conversation. Antoine répondit avec prudence. « Monsieur Mendes, c'est la réception. Il y a un monsieur qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » « Et qui est-ce ça ?»« Un certain monsieur Richard Mendes. Il dit que c'est votre frère. » Antoine sentit son sang se glacer. Comment Richard avait-il découvert où ils étaient? Je ne suis pas disponible. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis descendu ici. Et monsieur, il est très agité. Il a menacé de faire un scandale s'il ne pouvait pas vous parler. Antoine couvrit le combiné et murmura à Élise. Richard est à la réception. Nous devons partir d'ici maintenant. Rapidement, ils prirent seulement l'essentiel et se dirigèrent vers la sortie de secours. Dans le couloir, Antoine appela Thérèse. Richard nous a trouvés à l'hôtel. Je ne sais pas comment, mais il sait où nous sommes. Nous avons besoin d'un endroit sûr. Venez au palais de justice, répondit Thérèse après un moment de réflexion. J'ai un contact là-bas, un juge de permanence. Il peut garantir votre sécurité jusqu'à demain. Vincent et Sophie, elle va bien? Rien Céleste avec Michel. Je les ai envoyés dans un autre appartement sécurisé. Ne vous inquiétez pas pour eux maintenant. Concentrez-vous sur le fait d'arriver au palais de justice sans être suivis. Au 3e étage de l'immeuble indiqué par Thérèse, Michel et Sophie trouvèrent le pot de fleurs mentionné. Caché sous la terre, une petite clé plate. « Ça doit être l'appartement 32, » murmura Michel en regardant la numérotation des portes. « Allons-y. » Avec précaution, ils ouvrirent la porte du petit studio. Il était encore plus simple que l'autre, mais semblait sûr. Des fenêtres avec des rideaux occultants, peu de meubles, une petite cuisine américaine. « Tu penses que Thérèse va réussir à arriver jusqu'ici » demanda Sophie, posant le sac à dos sur la table. « Je l'espère. » Michel ferma la porte à clé et vérifia les fenêtres. « Pour l'instant, nous sommes en sécurité. » Sophie s'assit sur le petit canapé, l'épuisement la gagnant enfin. Tout ça ressemble à un cauchemar. Il y a 2 jours, j'étais juste une étudiante normale, inquiète pour mon concours. Et moi, j'étais juste un gamin essayant de survivre en banlieue, rêvant de devenir médecin un jour. Michel s'assit à côté d'elle. C'est étrange comme le destin nous a connectés. Tu penses que c'est le destin, ou juste une coïncidence? Ah, je ne sais pas. Mon père disait toujours que les coïncidences sont la manière de l'univers d'être subtil. Michel regarda ses propres mains, calleuses par le travail et l'étude. Il a sauvé ton père une fois. Je l'ai sauvé la 2e fois, sans savoir qui il était dans les 2 cas. Sophie observa le profil de Michel, éclairé seulement par la faible lumière de la cuisine. Il y avait une dignité en lui, une force silencieuse qui l'émouvait profondément. En seulement 2 jours, il était devenu la personne la plus importante de sa vie, celui qui l'avait aidé à voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Si on survit à tout ça, » dit-elle doucement, « qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer tes études ?»« Si on survit, » répéta Michel avec un sourire fatigué, « je ferai tout pour entrer en fac de médecine. C'était le rêve de mon père pour moi, et mon propre rêve aussi. » Sophie toucha légèrement sa main. « Je vais t'aider. Mon père aussi. Je suis sûr qu'il tiendra à soutenir tes études. » « Je ne veux pas la charité, Sophie. »« Ce n'est pas la charité, c'est la justice. » Ses yeux brillaient dans la pénombre. « Ton père a donné sa vie en essayant de sauver le mien. Tu as risqué la tienne pour faire de même, et pour me protéger aussi. C'est le moins que nous puissions faire. » Un silence confortable s'installa entre eux, si différents par leurs origines, si semblables par leur esprit. La fatigue l'emporta sur Sophie, qui s'endormit la tête appuyée sur l'épaule de Michel. Il resta alerte, veillant, protégeant. Alors que l'aube approchait, Thérèse se dirigeait vers le commissariat central, son plan prenant forme. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait même pas dit à Michel, quelque chose que Charles Costa, son père, ne lui avait confié qu'à elle avant de disparaître. C'était une vidéo. Une confession enregistrée par l'un des hommes de Richard, détaillant tout le système de corruption, les noms des personnes impliquées, les sommes détournées, et plus important encore, avouant que Charles avait été éliminé sur ordre de Richard Mendes pour empêcher que les preuves n'arrivent à Antoine. Thérèse avait gardé cette vidéo comme un dernier recours, sachant que sa divulgation mettrait la vie de l'informateur en danger. Mais maintenant,
Il n'y avait plus d'alternative. Il était temps d'utiliser la carte la plus puissante du jeu. Au commissariat central, son ancien partenaire, maintenant commissaire, l'a reçu discrètement dans son bureau privé. « Tu saignes, Thérèse », remarqua-t-il en voyant la tache sur son manteau. « Ce n'est rien. J'ai besoin que tu vois ça. » Elle lui tendit une clé USB. « C'est une confession. Je veux qu'elle soit jointe officiellement à une enquête dès ce soir. Et je veux que des copies soient envoyées à toutes les principales rédactions du pays. Tu sais ce que tu demandes? Ça va provoquer un tremblement de terre politique. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. » Thérèse regarda sa montre. Presque 4 heures du matin. Et il faut que ce soit fait maintenant, avant que Richard Mendes ne parvienne à tout étouffer. Le commissaire hésita, mais il connaissait Thérèse depuis assez longtemps pour savoir qu'elle ne porterait jamais une accusation sans preuve concrète. « J'aurai aussi besoin de ta déposition. Tout est déjà prêt. » Thérèse lui tendit une enveloppe scellée. Ma déclaration sous serment, détaillant tout ce que j'ai découvert ces 3 dernières années, depuis la disparition de Charles Costa. Tandis que le commissaire sortait pour lancer les procédures, Thérèse envoya un message à son contact au Monde. « Confession vidéo arrive dans quelques minutes. Prépare la une. » Dans l'appartement sécurisé, Michel perçut l'aube qui se glissait à travers les fentes du rideau. Sophie dormait encore, l'expression enfin détendue après des heures de tension. Son téléphone vibra. Un message de Thérèse. « Allume la télé. Chaîne d'information. » Avec soin pour ne pas réveiller Sophie, Michel alluma le petit téléviseur en gardant le volume bas. Le titre qui occupait l'écran fit battre son cœur à tout rompre. Scandale chez Mendes Pharma. L'homme d'affaires Richard Mendes, accusé de corruption, détournement de médicaments et commanditaire d'homicide. Une confession vidéo choque le pays. « Sophie », appela doucement Michel en lui touchant l'épaule. « Réveille-toi, c'est arrivé. » Elle se réveilla confuse, mais ses yeux se fixèrent bientôt sur l'écran. Les images montraient son oncle escorté par des policiers à la sortie de l'hôtel Lutetia. Les journalistes s'entassaient, micros tendus, flash crépitant frénétiquement. « Mon Dieu !» murmura Sophie, complètement réveillée maintenant. Ils ont réussi. À l'écran, le présentateur du journal du matin narrait les événements. Richard Mendes, l'un des propriétaires de Mendes Pharma, a été arrêté aux premières heures de ce matin après la divulgation de preuves accablantes de son implication dans des systèmes de détournement de médicaments, de fraude, aux appels d'offres et même de la disparition d'un ambulancier il y a 3 ans. Une confession vidéo de l'un de ses anciens gardes du corps détaille toutes les opérations illégales. Sophie serra impulsivement Michel dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « C'est fini. C'est vraiment fini. »« Ça va encore, tout à fait. » répondit-il en lui rendant son étreinte. « Mais c'est un début. » Le téléphone de Michel sonna. C'était Thérèse. « Vous avez vu les infos ?» La voix de l'enquêtrice était épuisée mais victorieuse. « Oui. Comment as-tu réussi ?»« Ton père était plus malin que nous ne l'imaginions, Michel. Il avait obtenu une confession enregistrée avant de disparaître. J'ai gardé ça pendant des années, en attendant le bon moment. Où es-tu maintenant ? » « Au palais de justice, avec le père de Sophie. Nous faisons des dépositions officielles. Vous pouvez venir ici maintenant, c'est sûr. Une voiture de police viendra vous chercher dans 15 minutes. » En raccrochant, Michel regarda Sophie avec un mélange d'émotions qu'il ne pouvait même pas nommer. Du soulagement, certainement, mais aussi une étrange sensation de vide. Pendant 3 ans, il avait vécu dans l'incertitude quant au sort de son père. Maintenant, il avait la confirmation que Charles avait bien été assassiné. La vérité faisait mal, mais elle apportait aussi une forme de paix. « Ton père serait fier », dit doucement Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Il a commencé ce combat, et tu l'as terminé. » Michel hocha la tête, incapable de parler. Sophie entrelaça ses doigts dans les siens, offrant le réconfort silencieux de quelqu'un qui comprend la douleur, sans avoir besoin de mots. Au palais de justice de Paris, l'agitation était intense. Les journalistes s'agglutinaient à l'entrée, avides de plus de détails sur le scandale qui faisait la une de tous les journaux ce matin-là. Des policiers fédéraux entraient et sortaient, transportant des documents et du matériel saisis chez Richard Mendes et dans les bureaux de BTP Horizon. Dans une salle réservée, Antoine Mendes serra sa fille dans ses bras quand elle arriva enfin, accompagnée de Michel et escortée par des policiers. « Sophie, ma fille, quel cauchemar !»
Je vais bien, papa. Grâce à Michel et à Thérèse. Sophie s'écarta doucement et attira Michel plus près. Voici Michel. Il t'a sauvé la vie 2 fois. Antoine tendit la main au jeune homme, les yeux embués d'émotion. Il n'y a pas de mots pour te remercier de ce que tu as fait pour ma famille. J'ai juste fait ce que mon père aurait fait, répondit Michel en serrant la main de l'homme d'affaires, ce qu'il a essayé de faire il y a 3 ans. Je le sais maintenant, et je te promets que la mémoire de Charles Costa sera honorée. Antoine posa la main sur l'épaule du jeune homme. Ton père était un héros, Michel, tout comme toi. Thérèse entra dans la pièce, accompagnée d'un procureur fédéral et du commissaire qui l'avait aidé. Son épaule était maintenant correctement bandée. « Vos dépositions seront fondamentales, » dit-elle à Michel et Sophie. « Surtout la tienne, Michel, sur ce que tu as découvert dans les archives de ton père. »« Je suis prêt, » répondit le jeune homme, déterminé. Les heures qui suivirent furent épuisantes. Dépositions officielles, reconnaissance des preuves, signature de documents officiels. Le système était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé au départ. Outre Richard Mendes et Henri Nogueira, d'autres hommes d'affaires, des politiciens et même un juge furent impliqués dans les enquêtes. Quand ils quittèrent enfin le palais, il était plus de 17 heures. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons orangés qui contrastaient avec le gris des bâtiments. « Et maintenant » demanda Sophie, alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture d'Antoine qui les attendait. « Maintenant, nous essayons de reconstruire nos vies, » répondit son père. « L'entreprise aura besoin d'une restructuration complète. Beaucoup de personnes innocentes dépendent de ces emplois. »« Et toi, Michel ?» demanda Élise, qui les attendait dans la voiture. « Tu as un endroit où rester ? Je vais retourner chez Madame Dubois. Elle doit être inquiète. »« Pas question, » l'interrompit Sophie. « Tu viens avec nous, au moins pour l'instant. Après tout ce que nous avons traversé, je ne vais pas te laisser disparaître comme ça. » Michel hésita, mais le regard déterminé de Sophie n'admettait aucun refus. Antoine posa la main sur son épaule. « Ma fille a raison, notre maison est ta maison, aussi longtemps que tu le voudras. C'est le moins que nous puissions offrir. »« Hoyt, et tes études ?» demanda Élise. « Sophie a mentionné que tu rêves d'être médecin. C'était mon plan, ça l'est toujours. » Michel regarda la ville qui s'étendait autour d'eux, si vaste, si pleine de contrastes. Mais ça a toujours semblé si lointain. « Plus maintenant, » affirma Antoine. « Je vais créer une fondation au nom de ton père. La première bourse d'études sera pour toi. » Thérèse, qui observait la scène de loin, s'approcha pour leur dire au revoir. « Mon travail ici est terminé. »« Enfin, justice pour Charles. Tu vas disparaître à nouveau ?» demanda Michel inquiet. L'enquêtrice sourit. « Pas cette fois. Je pense que je peux enfin reprendre une vie normale. » Elle regarda Antoine. Le juge envisage de rouvrir l'affaire de la disparition de Charles. Avec les nouvelles preuves, nous pourrons enfin trouver... Elle hésita, évitant le mot « corps » devant Michel. Nous pourrons enfin clore ce chapitre correctement. Sophie prit la main de Michel, lui offrant un soutien silencieux. Il la serra en retour, reconnaissant de sa présence. « Peu importe ce qui se passera maintenant, » dit-il en regardant le ciel qui s'assombrissait. « Mon père aura enfin justice. Et son nom restera dans les mémoires comme il le mérite, » ajouta Antoine. « Un homme qui a donné sa vie en essayant de faire ce qui était juste. » Alors qu'il montait dans la voiture, Sophie ne lâcha pas la main de Michel. 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, maintenant irrémédiablement entrelacés. Le garçon invisible aux yeux de la société était devenu visible de la manière la plus improbable, et la jeune fille privilégiée avait découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas. Paris continuait sa routine implacable autour d'eux, des voitures klaxonnant, des gens courant pour prendre le bus et le métro, la vie suivant son cours normal. Mais pour ces personnes dans la voiture, plus rien ne serait jamais comme avant. Leur vie avait été transformée par une tempête, littérale et figurative, qui avait commencé avec un garçon déterminé à sauver un inconnu sur une avenue bondée. Alors que la voiture s'éloignait, les premières gouttes d'une nouvelle pluie commencèrent à tomber sur la ville. Michel regarda par la fenêtre, se souvenant comment tout avait commencé sous un orage similaire. Et il pensa à son père, à quel point il serait fier. Charles Costa n'était pas mort en vain. Son héritage continuait de vivre dans le fils qu'il avait éduqué pour être intègre, courageux et loyal. « Tu penses à lui ?» demanda doucement Sophie. « Oui,
et à la façon dont la vie prend des tournants. Il y a 3 jours, j'étais complètement invisible pour le monde. Juste un autre gamin pauvre dans les rues de Paris. Tu n'as jamais été invisible, répondit-elle en lui serrant la main. Tu attendais juste que le monde te voie enfin. Dans l'hôtel particulier des Monds, maintenant étrangement silencieux sans la présence menaçante de Richard, Michel occupa la chambre d'amis. Allongé sur le lit le plus confortable qu'il ait jamais connu, il regardait le plafond, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. On frappa légèrement à la porte, interrompant ses pensées. C'était Sophie, tenant 2 tasses de chocolat chaud. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin, » dit-elle en lui tendant l'une des tasses. « Je sais que moi, j'en ai besoin. » Michel accepta la boisson avec un sourire reconnaissant. « Merci, pour ça et pour tout. » Sophie s'assit sur le bord du lit. « Tu sais, avant tout ça, je vivais dans une bulle. Je pensais connaître le monde, mais je ne connaissais rien. Il a fallu que quelqu'un comme toi entre dans ma vie pour que je voie vraiment la réalité. Et moi, je pensais que les gens comme ta famille étaient tous les mêmes. » Michel prit une gorgée de chocolat. « Que les riches ne se souciaient pas des gens comme moi. » Oh, je crois que nous avions tous les deux beaucoup à apprendre. Sophie regarda par la fenêtre, la pluie qui tombait doucement maintenant. « Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer maintenant ?» Je ne sais pas, mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir vraiment penser à un avenir. Le lendemain matin, la nouvelle de Richard Mendes faisait la une de tous les journaux du pays. Le scandale s'était étendu à d'autres entreprises et politiciens. Le pays entier parlait de l'homme d'affaires corrompu, du frère intègre qui avait failli être assassiné, et du mystérieux garçon de banlieue qui lui avait sauvé la vie et aidé à démêler toute l'affaire. Au petit déjeuner, Antoine montra à Michel la première page du Monde, L'Ange de la pluie. Découvrez l'histoire du jeune homme qui a démasqué un empire de corruption. L'Ange de la pluie? Michel rit, embarrassé par le surnom. C'est exagéré. Là, pour moi, c'est parfait, dit Sophie en entrant dans la pièce. Tu es apparu sous la pluie et tu as sauvé plus qu'une vie. Tu as sauvé la vérité. Antoine plia le journal et regarda sérieusement Michel. Je veux officialiser mon invitation. La fondation en mémoire de ton père est déjà en cours de création. La bourse pour tes études de médecine est garantie. Et il y a une place pour toi dans notre maison, aussi longtemps que tu le voudras. Michel sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas à le faire, te répondit Antoine. C'est le moins que nous puissions faire. Sophie sourit, posant sa main sur celle de Michel. Un geste simple, mais chargé de promesses silencieuses pour l'avenir. Dehors, le soleil perçait enfin les nuages sur Paris, annonçant qu'après la tempête vient toujours le beau temps. Et pour ceux qui avaient survécu aux eaux tumultueuses, un nouveau départ était possible. Un commencement bâti sur la vérité, la justice et le courage de faire ce qui est juste, même quand tout semble impossible.